bonjour ou bonsoir selon le cas. Je voudrais remercier une nouvelle fois le Congrès panafricaniste, Amadou et tous les camarades qui m'ont convié à ce grand raout à Munich. Alors, pour parler directement du thème qui m'a été accordé, qui m'a été alloué, si je puis dire, je voudrais d'abord dire que la douleur, la compassion et la révolte ne doivent pas se monnayer, c'est pas quelque chose qui doit être sélectif. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait actuellement des migrants, des demandeurs d'asile, des réfugiés syriens, afghans, doit susciter chez nous la même compassion, la même révolte que pour les réfugiés et les demandeurs d'asile africains. Ceci dit, je vais limiter bien sûr mon propos aux migrants africains et la vague, parce qu'il ne faudrait pas que la grande vague, l'actualité, les spots sur les migrants syriens et afghans fassent oublier qu'il y a la même tragédie en provenance de l'Afrique. Alors, si vous regardez un pays comme la Grèce, non, l'Italie plutôt, en Italie, si vous prenez le top 5 des réfugiés qui arrivent en Italie, en fait, la plupart proviennent des pays africains. Vous avez par exemple l'Érythrée avec 31 000 personnes, le Nigeria 15 000, la Somalie 9 000, le Soudan 7 200 et un seul pays non africain, donc la Syrie, ferme le banc avec 7 000. Ça, c'est uniquement pour les migrants qui arrivent en Italie. Alors, depuis les dernières grandes vagues, on a beaucoup entendu de gens, il y a des pays européens qui ont fait part de leur compassion et des pays qui ont protesté contre l'arrivée de ces personnes. Il y a des partis politiques qui ont fait part de leur compassion, d'autres qui ont protesté, qui ont émis des réserves. Mais on n'a pas entendu grand-chose en provenance de l'Afrique. Parce que pour moi, c'est un pays responsable, une race responsable, un continent responsable, c'est le continent qui regarde vers lui-même, qui n'attend pas de l'extérieur. L'impérialisme, le colonialisme n'expliquent pas tout, ils expliquent une partie de nos problèmes, mais il y a une bonne partie qui doit à nous-mêmes. Alors, ce qu'il faut savoir est pourquoi des gens partent d'Afrique. Les gens partent d'Afrique parce qu'il y a plusieurs raisons, elles sont connues. Il y a certains qui partent pour fuir la misère ambiante. Il y a des gens qui partent pour fuir une dictature féroce. Il y a des gens qui partent parce qu'ils veulent améliorer l'ordinaire. C'est humain de quitter une misère ambiante quand vous n'avez pas toutes les opportunités pour aller pour améliorer l'ordinaire, pour faire vivre sa famille. Voilà, c'est humain. Demain, j'ai appris que il y a beaucoup de Portugais qui avaient quitté l'Angola, le Mozambique, qui aujourd'hui vont vers l'Angola et le Mozambique parce que c'est des zones de prospérité. C'est normal, il n'y a pas à réagir. Donc que des Africains arrivent en Europe, c'est normal qu'ils y arrivent pour demander l'asile ou bien également pour améliorer l'ordinaire, envoyer de l'argent à leur famille, faire vivre des gens. Voyez? Parce que quelque part, nous sommes tous des migrants, nous sommes tous des réfugiés. Dans cette salle, je ne vois pas un seul qui pourra me dire qu'il a droit d'être à Munich, parce que vous ne savez pas d'où vous venez, en fait. Et donc, on est tous des migrants, quelque part. Voyez? Moi, je suis né au Bénin, d'un père béninois, d'une mère qui est métisse, qui a du sang et brésilien. J'ai vécu au Ghana, en Afrique du Sud, j'ai vécu au Sénégal et je suis en France actuellement. J'ai des enfants qui ont du sang espagnol. Vous voyez, donc c'est trop compliqué cette histoire-là. Donc tout le monde est concerné quelque part. Et d'ailleurs, les grands-parents de mes enfants étaient des réfugiés espagnols dans des camps du côté de Toulouse et de Montpellier en France.
voyez, donc c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Alors, il y a une chose qui frappe les 5 pays que je vous ai cités tout à l'heure. Il y a 4 pays africains. Mais vous verrez que l'Érythrée, voilà un pays d'où viennent la majorité des réfugiés qui sont actuellement, en tout cas en Italie. Vous avez le Soudan. Le Soudan, c'est un pays en guerre, tout le monde sait. La Somalie, c'est un pays où il n'y a pas d'État. Quoi qu'on dise, c'est un État néant. Et il n'y a pas d'État, il y a des groupuscules qui contrôlent ce pays depuis la chute de Siad Barre. Il y a le Nigeria. C'est une vraie question. Ça, c'est une puissance africaine, c'est le pays le plus peuplé, mais c'est un pays, c'est un géant au pied d'argile, qui essaie de trouver son chemin. Il y a, vous savez, la secte Boko Haram qui frappe dans le septentrion et qui frappe même un peu plus bas, parce que récemment encore, ils ont frappé à Abuja. Donc, vous voyez, donc, les gens fuient, chacun pour une raison qui le concerne. Je voudrais faire une remarque à ce point, c'est que vous aurez remarqué qu'il n'y a pas de Mauriciens, il n'y a pas de Cap-Verdiens, il n'y a pas de Sud-Africains, il n'y a pas de Namibiens, il n'y a pas de Botswanais qui fuient. Pourquoi? Mais la raison est simple. C'est parce qu'il n'y a pas une Afrique, il y a des Afriques. Il y a une Afrique qui ne marche pas, à cause des despotes, à cause de la mauvaise gestion, à cause de l'étranger, c'est vrai. Mais moi je sillonne l'Afrique toute l'année, je le fais depuis 25 ans. Et il y a une partie de l'Afrique qui marche. Il y a des pays qui fonctionnent. Il y a des pays où les gens sont heureux de vivre. Il y a des pays dont l'économie marche. Il y a des pays qui ne sont pas des prisons à ciel ouvert. Il y a des pays où on mange bien. Il y a des pays où on rigole. Il y a des pays où on va au cinéma. Il y a surtout des pays où on voyage en demandant un visa. Donc, on voyage pour le tourisme, pour aller travailler, pour aller étudier, et on revient au pays. Et tous, autant que nous sommes, nous aimerions quoi? Voyager pour le plaisir, voyager pour le travail, pour étudier, et revenir au pays. Et c'est ce qu'on demande à tous ces pays qui refusent à la jeunesse le droit à la liberté, le droit au mouvement, le droit au plaisir, d'aller au cinéma, d'aller au théâtre. En fait, on est comme vous tous dans cette salle. On aimerait vivre et qu'on nous foute la paix. Alors, ce que je voudrais dire également, c'est qu'un pays mérite une attention particulière, c'est l'Érythrée. Moi, je suis allé en Érythrée, à Asmara, disons, pour la première fois au début des années 1990. C'était en 1990. L'Érythrée n'existait pas. Ce n'était pas un pays, ça faisait partie de l'Éthiopie. J'étais jeune journaliste stagiaire à ce moment-là. Et puis, j'y suis retourné en 1995. Entre les deux dates, il y a eu un pays qui est né, c'est l'Érythrée. Donc, en 1993, ce pays est né, souveraineté internationale, président. Mais je vais vous dire une chose, depuis 22 ans, il n'y a pas eu d'élection dans ce pays-là. Depuis 22 ans, il y a une constitution qui n'est pas appliquée, qui n'a jamais été appliquée. Depuis 22 ans, c'est un parti unique dans ce pays. Depuis 22 ans, c'est le même président, le président Afewerki, qui est un ancien guerriero qui a pris le pouvoir, qui a aidé à libérer, à chasser d'Addis Abeba Mengistu Haile Mariam, le dictateur qui était là à l'époque. Et après, la contrepartie, c'était d'obtenir l'indépendance de l'Éthiopie. Donc, l'Érythrée aujourd'hui, c'est le pays au monde où il y a le plus de journalistes en prison. Il y a une contrition militaire, c'est-à-dire un service militaire obligatoire qui vous oblige, qui oblige tous les gens de 18 à 50 ans à faire l'armée. Parce qu'en Érythrée, on adore faire la guerre. On n'a que des ennemis. C'est un pays où les dirigeants passent le temps à récriminer, à dire, voilà, les autres pays africains ne nous ont pas aidés quand on était dominés par les Éthiopiens. Ils n'ont rien fait pour nous, donc vous avez compris ce que je veux dire. Donc, c'est un pays totalitaire. Il faut appeler les choses par leur nom. Là, ce n'est pas l'impérialisme, ce n'est pas le colonialisme qui retient, c'est un régime despotique. Et vous savez qu'en Érythrée, vous ne pouvez pas franchir les frontières. L'armée et les milices ont l'ordre de tirer sur toute personne essayant de franchir les frontières. Donc, les gens qui partent de ce pays méritent notre respect, parce qu'ils prennent beaucoup de risques, un risque physique à passer la frontière,
Après, ils vont au Soudan, ils vont en Éthiopie dans des camps de réfugiés, avant de continuer par le Soudan, de traverser le désert et d'arriver à la Méditerranée. Ce sont des gens admirables, parce qu'ils veulent changer leur quotidien, parce qu'ils veulent respirer, tout simplement. Le paradoxe, c'est que ce pays, l'Érythrée, a obtenu des satisfecit de la part des institutions internationales, comme la Banque mondiale, le FMI, l'OMS, le PNUD. Pourquoi? Parce qu'on estime que ce pays a inversé la courbe du VIH, du taux de prévalence du VIH. Ce pays a fait reculer la mortalité infantile et tout, mais ce pays n'en demeure pas moins une prison à ciel ouvert pour ses fils. Voilà. Alors, ce qui se passe, ce drame, pourquoi il y a quand même... Pourquoi l'Afrique est aphone? On n'entend pas la voix de l'Afrique. On entend une voix, la voix des parents de ceux qui partent, parce que les parents, certains en tout cas, encouragent leurs fils à partir. C'est l'espoir d'avoir un lendemain meilleur. On entend aussi certaines collectivités locales qui encouragent le fils, parce que quand vous avez été à Caille, au Mali, quand vous avez été dans certains villages au Sénégal, j'ai passé 3 ans de 2007 à 2011 au Sénégal, donc pour le compte du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, dont j'étais le porte-parole. Donc c'est un pays que j'adore, donc j'ai quand même sillonné un peu le Sénégal. Certains villages changent de configuration grâce à l'apport, grâce au chèque, grâce au mandat qu'envoient les migrants des pays européens. Ça change tout, d'avoir une boutique là, d'avoir des maisons, d'avoir l'électricité, d'avoir de l'eau potable. Donc c'est important la migration également. Et c'est des gens qui payent des impôts en France, en Allemagne et partout, donc qui contribuent aussi au développement des pays occidentaux et qui méritent le respect. Donc on entend ces voix-là, mais il y a des voix qu'on n'entend pas. C'est la voix de nos États. On n'entend pas la voix des dirigeants, parce que certains dirigeants sont contents que ces gens-là partent. Certains dirigeants sont contents que des contestataires s'en aillent. Certains dirigeants sont contents d'exporter leur propre misère. C'est la preuve de leur propre incurie, d'exporter ça. Et il faut le dire de façon claire. Ils n'arrivent pas à gérer, ils gèrent mal, ils mettent l'argent de côté. Et le social, ils ne le font pas. Donc, ils envoient le social, ils exportent ça. Il y a les institutions régionales africaines. Les institutions régionales africaines aussi ne disent rien. L'Union africaine a fait une réunion de façon très très molle, donc elle n'arrive pas à mobiliser, elle n'arrive pas à intéresser. Je crois que cette question des migrations, cette question des gens qui vont mourir, qui payent un lourd tribut à l'océan, ça n'intéresse pas nos chefs d'État. Ça ne les intéresse pas du tout. Ils considèrent que c'est des questions nationales, c'est des questions que chacun, mais qu'on ne peut pas au plan continental gérer ça. La CEDEAO, pour me limiter à la région ouest-africaine, c'est une organisation ouest-africaine qui appartient à 15 pays d'Afrique. Il y avait la Mauritanie, mais la Mauritanie s'est retirée. La CEDEAO non plus. Alors, moi, avant de venir intervenir chez vous, comme je le fais souvent, j'ai écrit à la directrice de la communication de la CEDEAO pour savoir qu'est-ce que vous avez fait face à ce problème qui mobilise des gens, y compris en Occident, et qui, partout, les gens se lèvent. Vous n'avez pas envoyé de volontaires dans le Sahara pour essayer d'empêcher les gens de mourir de soif et de faim, parce que vous savez, il y a l'océan, mais il y a beaucoup de gens qu'on ramasse dans le désert saharien, dont les corps sont desséchés, des gens qui meurent de faim et de soif. Qu'est-ce que vous avez fait? Il y a plein de jeunes en Afrique. Est-ce que vous avez recruté des volontaires? Vous avez mobilisé des fonds? Est-ce que vous avez fait des appels de fonds? Est-ce que vous avez fait quelque chose pour éviter que la jeunesse africaine aille mourir dans l'océan? Et je vais vous étonner, moi je ne résiste pas à l'envie de vous lire la réponse qui m'a été envoyée par la directrice de la communication de la CEDEAO le 1er octobre, à 23h18, pour être précis. Alors, cette gentille dame m'écrit ceci. La CEDEAO a pris position sur ce sujet par voie de communiqué lors d'un récent sommet extraordinaire tenu à Dakar en septembre 2015. Cette position, et c'est ça le plus important, cette position n'a pas été suivie d'actes, car il s'est agi uniquement d'une prise de position qui ne suggérait pas d'action
à entreprendre du côté de la CEDEAO. Vous savez, quand vous lisez ça, vous avez le choix entre rire ou pleurer. Et je vous laisse deviner quelle a été ma réaction. Je vous remercie.